Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Deux nouvelles nominations viennent d'être faites par le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit de celle de Monseigneur Awana Siméon à la tête de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, commission qui vient d'être créée, et de Seydou Eliman Diarra qui va présider aux destinées de la haute autorité à la bonne gouvernance. Le communiqué de la présidence concernant ces nominations est lu par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Le président de la République a procédé ce mardi 24 mars 2015 à deux nominations. Je vous donne lecture du premier communiqué. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a signé ce mardi 24 mars 2015 l'ordonnance numéro 2015-174 portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, dénommée CONARIV. Cette commission a pour objet de parachever les travaux de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et de procéder à l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le président de la République a par ailleurs procédé à la nomination de Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké, en qualité de président de la CONARIV. Je vous donne à présent lecture du second communiqué. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 24 mars 2015 à la nomination de M. Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre, en qualité de président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette nomination intervient à la suite de la nomination de l'ancien président de cette institution, M. René François Afin Kwasi, en qualité de président de la Cour suprême, fait à Abidjan le 24 mars 2015. Je vous remercie. Le chef de l'État Alassane Ouattara arrive aujourd'hui en Turquie dans le cadre d'une visite officielle. Ce périple va permettre au président de la République d'avoir des rencontres avec les plus hautes autorités turques, notamment le président Recep Tayyip Erdogan. D'autres activités du chef de l'État sont en vue, nous dit Habiba Dambélé Saoué, notre envoyé spécial en Turquie. Pas un jour sans qu'on assiste à ce cérémonial. Toutes les délégations étrangères doivent s'y plier. La visite du mausolée de Mustafa Kemal Atatürk. Et c'est inscrit au début de toutes les visites officielles à Ankara, la capitale de la Turquie, et deuxième ville du pays après Istanbul. Lieu de pèlerinage pour les uns, touristique pour les autres, les Turcs rendent ainsi hommage au père de la nation, à leur premier président, celui qui a choisi de faire de Ankara la capitale de la Turquie en 1923, le grand réformateur qui a décidé de faire de son pays un État laïque où les différentes confessions religieuses cohabitent de façon pacifique. Atatürk y est enterré depuis 1953. Le jeudi, à 10h15 précisément, le président Alassane Ouattara sera ici même au mausolée d'Atatürk. C'est le fondateur de la Turquie moderne. C'est un long parcours. Le président va escalader 27 marches à l'entrée du mausolée, passer dans un long couloir de 202 mètres avant de monter 42 marches et déposer sa gerbe de fleurs. C'est une tradition dans ce pays. Et avant l'arrivée aujourd'hui en Turquie du président de la République, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a noué des contacts avec des opérateurs du secteur de l'immobilier. Nous restons avec Habiba Dambélé Saoué pour le compte-rendu. Le plan d'urbanisation de Ankara, ville de 6 millions d'habitants, capitale de la Turquie, n'a rien à envier à celui des grandes métropoles européennes. L'État turc, dans sa volonté de moderniser et harmoniser son plan directeur et résoudre ses problèmes de logement, a constitué une société d'État chargée de construire toutes les infrastructures, qu'elles soient administratives, sociales, sanitaires, religieuses ou sportives.
Cette entreprise est Toki. Elle se fixe l'objectif ambitieux de construire 1 million de logements en Turquie. Nous avons appris que ce pays a besoin de la construction des logements sociaux. Nous avons parlé du fait qu'on a construit 600 000 logements en 10 ans. On a raconté comment on a constitué nos fonds. Et on a parlé également du fait qu'on n'a pas utilisé les fonds de l'État. Donc, on peut construire aussi chez vous donc, grâce à ces méthodes. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif est plus modeste, construire 60 000 logements à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire qui connaît un déficit de 400 000 logements. L'occasion de la visite officielle du président Alassane Ouattara est une véritable opportunité pour le ministre Mamadou Sanogo en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Nous voulons réaliser 60 000 logements en 5 ans. Et eux, les statistiques montrent qu'ils réalisent 60 000 logements en une année. Alors, leur objectif étant de 1 million de logements, nous avons pensé que pour résorber le déficit structurel qui est de 400 000 logements en Côte d'Ivoire, il faut s'appuyer sur l'expérience de tel groupe. Mais aussi, ce que nous notons, c'est un groupe national, ce n'est pas une société privée. Et pourtant, leur modèle économique impressionne parce que c'est un modèle qui fonctionne totalement avec le système privé. C'est-à-dire qu'ils partent des ressources obtenues par les logements de haut standing pour affecter un coefficient en termes de péréquation pour réaliser des logements pour ceux qui sont démunis. C'est possible en Côte d'Ivoire. L'expertise de la société d'État Toki est déjà reconnue au plan international dans 91 pays et gageons que la Côte d'Ivoire sera le prochain État à bénéficier de l'expérience de ces géants turcs. Investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir, c'est le thème des 4e assises de la jeunesse. L'événement débute aujourd'hui à Abidjan. Plus de 20 000 visiteurs et 200 organisations de jeunesse sont attendus. Avant ces assises, Hakim Laker, jeune talent politique français, préconise le partage d'expériences entre les générations et appelle les jeunes à plus de responsabilités. Gabriel Zani. La 4e édition des Assises de la jeunesse ivoirienne, c'est pour demain, mercredi 25 mars, au Palais des Sports de Treichville. Des organisations de jeunesse, les ministères en charge des questions liées aux jeunes, des chefs d'entreprise, présidents d'institutions et les jeunes seront présents pour discuter et débattre des sujets de formation-emploi, d'accompagnement des PME et d'accès des jeunes au crédit. Bref, autant de sujets que possible suscités par la question des jeunes. Mais avant, Hakim Laker, jeune talent politique français, se prononce sur ces assises. Je crois que le premier point, c'est l'éducation. D'avoir une population qui puisse accéder au savoir, à l'apprentissage, aux universités, aux formations. Elle s'est faite aussi par un investissement de la jeunesse, un investissement dans différentes associations, un investissement dans l'entreprise. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est cette prise d'initiative et cette audace que doit avoir la jeunesse, que ce soit à Abidjan ou à Paris. Plus de 20 000 visiteurs et 200 organisations de jeunesse attendues pour ces assises devront expliquer ou comprendre pourquoi il est important d'investir dans la jeunesse. Pour Hakim Laker, les décisions arrêtées au soir du 28 mars, date de clôture des travaux, devront être suivies et mises en application. Il ne faut pas se réunir pour finalement déblatérer autour d'une table. Il faut se réunir pour que finalement on en ressorte des solutions et surtout qu'on les mette en application. C'est ça le plus important. Les prix de meilleurs jeunes inventeurs, meilleurs entrepreneurs jeunes du parcours exceptionnel récompenseront les jeunes qui se distinguent déjà par leur travail au terme des travaux. La lutte contre le chômage a constitué le menu d'une rencontre au Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Des acteurs du secteur privé et de l'administration publique ont pris part aux discussions. Marina Atta, Jean-Luc Bongo. Selon les résultats de l'enquête emploi réalisée par l'Institut national de la statistique, INS, et l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est passé de 15,7% en 2008 à 8,7% en 2012. Ce qui signifie que le chômage qui avait atteint des proportions inquiétantes depuis plusieurs années commencerait à être maîtrisé grâce aux mesures de politique sociale prises par le gouvernement. Cependant, certains Ivoiriens estiment ne pas percevoir cette amélioration. Le taux de chômage est encore très élevé.
malgré les efforts consentis par l'État pour réduire le chômage. Moi, qui suis devant vous ici actuellement en cas d'emploi. On voit que maintenant dans les sociétés, il faut toujours avoir des connaissances avant d'avoir du travail, ce qui fatigue beaucoup. On sait qu'il y a une certaine amélioration, ce n'est pas ce qu'on attend véritablement. Parce que ceux qui arrivent à avoir du travail n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Des préoccupations auxquelles les chercheurs du CIRES et spécialistes de l'emploi se sont proposés de répondre au cours de cet atelier. Ce qu'il faut noter, c'est que les mesures prises par l'État au plan macroéconomique qui ont pour objectif d'accroître la demande et de faire en sorte que les entreprises produisent plus. Et si les entreprises produisent plus, elles ont besoin, bien entendu, de main-d'œuvre pour travailler et cela va entraîner une augmentation donc, de la demande de travail. Pour le directeur adjoint du CIRES, il faut surtout mettre l'accent sur la sensibilisation, sur les concepts utilisés pour mieux apprécier l'évolution des indicateurs du marché du travail que sont le chômage et le sous-emploi. La 91e session ordinaire du Conseil international du cacao a débuté hier à Abidjan. La rencontre qui va durer 4 jours va permettre d'échanger sur les questions liées à l'évolution des prix du cacao. Lansine Bakayoko. Après Londres en septembre 2014, Abidjan accueille depuis ce mardi la 91e session du Conseil international du cacao organisée par les pays membres de l'Organisation internationale du cacao, ICCO. Au centre des débats, la durabilité de l'économie cacaoyère et la question des prix. Comment établir une adéquation entre l'offre et la demande au niveau international afin d'arriver à des prix rémunérateurs? Nos pays producteurs devront moderniser leur agriculture, améliorer la production et la transformation afin de faire face à cette demande sans cesse grandissante. La question est d'autant importante que les producteurs ne veulent pas subir le sort du pétrole dont les coûts étaient en chute libre. Nous craignons que les investissements considérables réalisés actuellement dans les pays producteurs de cacao ne puissent conduire à un scénario similaire à celui que connaît actuellement les prix du pétrole. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Les prévisions affichent que la campagne cacaoyère 2014-2015 consolidera le pays non seulement dans sa position de premier producteur mondial avec 1,7 million de tonnes, mais également de premier broyeur. Mais l'ICCO préfère une optimisation des recettes à une augmentation de la production. Une des niches à exploiter est de promouvoir le chocolat dans les marchés traditionnels et surtout dans les pays émergents. À Abidjan, le gouvernement a mis en priorité 4 défis. Le premier défi concerne la valorisation et la transformation du cacao. Le deuxième défi porte sur la volatilité des cours du cacao. Le troisième défi concerne la lutte contre les pires formes du travail des enfants. Le quatrième et dernier défi est l'amélioration des conditions de vie des producteurs et du capital humain. À ces défis s'ajoute la mise en place de cybercentres au profit des communautés rurales. Par ailleurs, le Premier ministre Daniel Kablan-Dincan a réaffirmé sa volonté d'accueillir le siège de l'ICCO dans la capitale économique ivoirienne. L'élève Hippolyte Junior Somené en classe de 4e a été poignardé le 7 mars dernier par un autre élève gréviste. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, est allé présenter hier ses condoléances à la famille éplorée. Ben Touré, Hamza Diaby. Mine grave, signe extérieur du deuil que porte Kandia Camara. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a perdu un enfant, un élève, probablement un futur cadre de ce pays. Hippolyte Junior Somené, 17 ans, élève en classe de 4e, est mort le samedi 8 mars dernier des suites d'un coup de poignard assassin d'un autre élève. Son crime, il aurait refusé d'abandonner les cours pour suivre un mouvement de grève. Ce vendredi-là, nous étions en train de faire cours lorsque les élèves du lycée modèle à Bobo sont arrivés. Ils disent que comme il ne faut pas cours, nous on va sortir de l'école. Nous on ne voulait pas sortir, on était cachés dans les classes. Les directeurs de l'école sont venus pour dire que nous on va sortir. En sortant, il y a un autre groupe qui venait par l'arrière. Dès qu'on est sorti net, c'est dans ça qu'ils l'ont piqué. Ces échauffourées tireraient leur source de la rétention des notes par certains enseignants du secondaire qui réclament le déblocage de leur salaire. Accompagnée de l'ensemble de ses collaborateurs et du conseil municipal d'Abobo, la ministre est venue consoler la famille. Elle annonce des mesures. Mais des mesures sont prises pour que devant les grands lycées, les grandes écoles, il y ait un détachement de forces de sécurité. Je demande la patience
à tous les enseignants la patience, à tous les acteurs du système éducatif de reprendre le chemin de l'école pour faire en sorte que nous puissions bien préparer l'année qui a bien commencé et surtout préparer les examens scolaires pour que nos enfants puissent aller aux examens dans de bonnes conditions, surtout dans des conditions de sécurité. 5 millions de francs CFA sont remis à la famille éplorée au nom du gouvernement. Mais au-delà de ce geste, la présence de la ministre Kondia à leur côté, en ce moment de grande épreuve, atténue la douleur des parents du défunt. Ce mercredi 25 mars, la ministre de l'Éducation nationale rencontrera les syndicats d'enseignants. Une énième discussion pour tenter de ramener la sérénité à l'école, tout en espérant que la température baisse et que le calme revienne dans nos établissements scolaires. L'avenir des 5 millions d'élèves de Côte d'Ivoire en dépend. Et en sport, les éléphants sont en plein entraînement. Ils se préparent pour des matchs amicaux, nous dit Salif Ouattara. Après le sacre en Guinée équatoriale et l'accueil chaleureux reçu à Abidjan, Hervé Renard et ses éléphants sont de retour au stade Félix Houphouët-Boigny. Objectif, honorer les supporters de l'équipe nationale à travers 2 matchs amicaux. Le jeudi 26 mars face au Palancas Negras de l'Angola et le dimanche 29 mars contre le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Cela dit tout simplement de venir nombreux. Voilà, fêter le sac. C'est le seul mot qu'on peut lancer qui viennent activement au terrain pour supporter l'équipe nationale. On est content de pouvoir remettre les maillots, les couleurs de la Côte d'Ivoire après quelques mois de pause. On est content de pouvoir, surtout de commencer les débuts avec sur notre stade Houphouët-Boigny. Donc voilà, on est content de revoir le public venir nous soutenir. Dernier arrivé en date, le défenseur axial du club Slavia Prague, Delis Sylvanus, et le portier de l'ASEC Mimosa, Namori Diomandé, se frottent aux champions d'Afrique. Mon travail aujourd'hui, le travail a payé. Et aujourd'hui, je suis appelé en sélection. C'était mon premier souhait, c'était mon rêve même aujourd'hui. Je suis content d'être parmi les champions d'Afrique. Ça fait plaisir de venir apprendre auprès d'eux. Dieu merci, l'ambiance elle est bonne, les esprits sont positifs. Rendez-vous les 26 et 29 mars au stade Félix Houphouët-Boigny. À l'étranger, 150 personnes ont péri dans le crash d'un Airbus 320 A320. L'avion s'est écrasé hier matin dans les Alpes de Haute-Provence, près de Barcelonnette. Il y avait 150 personnes à bord. L'appareil n'a pas émis de message de détresse. Christelle Menon. Vol 4U9525 de la compagnie Germanwings s'est écrasé avec 150 personnes à bord ce mardi, peu avant 11 h. L'avion, un Airbus A320, reliait Barcelone en Espagne à Düsseldorf en Allemagne. Il s'est crashé dans les Alpes de Haute-Provence, dans la région de Digne-les-Bains, un massif montagneux qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. Un hélicoptère de la gendarmerie française a immédiatement fait une reconnaissance et confirmé le crash. Les débris repérés par l'équipage de l'hélicoptère s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés. Plus de 600 hommes, 300 pompiers et 300 militaires auraient été envoyés en renfort. Les circonstances du crash restent jusque-là inexpliquées. Et en République démocratique du Congo, près de 10 jours après leur arrestation à Kinshasa, l'avocat des militants congolais pro-démocratie a déposé une plainte pour détention arbitraire. Une mission d'information est réclamée au Parlement après le dépôt d'une motion par un député. Une plainte qui fait suite à l'arrestation de militants opposants tenus au secret depuis le 15 mars dernier après avoir été accusés d'incitation au soulèvement. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.